Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle téléconférence. Donc, comme vous le savez, on fait assez régulièrement des téléconférences assez techniques sur des thèmes très spécifiques. Aujourd'hui, on va discuter de la gestion des nématodes pour l'exportation vers l'Union européenne. Donc, c'est une téléconférence qui est organisée dans le cadre du programme Fit for Market Plus et qui est financé par l'Union européenne. On a déjà eu, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, des sessions sur, par exemple, la mouche blanche. Si vous avez besoin de des informations complémentaires sur des webinaires qu'on a déjà eus dans le passé, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous les retransmettre. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des nématodes. Peut-être, je pense pas que je vais rappeler qui on est, peut-être en deux trois mots. Donc le Coléadé, on est une association du secteur privé. On développe et on met en place des projets de développement, principalement tournés tout autour de l'horticulture, l'agriculture et dans tout ce qui concerne le renforcement de capacité. Aujourd'hui, donc l'agenda, ça sera donc, je vais commencer par une présentation un peu de la législation phytosanitaire européenne, en quelques mots. Après, Alice va reprendre les présentations pour, discuter de tout ce qui est interception, qui ont été faites, à la frontière de l'Union européenne, ainsi que les implications pour le secteur. Elle va vous montrer toute une série d'outils que le Coléadé a mis en place pour vous aider à la gestion des nématodes. Il y aurait une conclusion et aussi une présentation de nouveaux outils. Il y aura aussi une présentation des essais par Thomas qui ont été faits sur le sujet et une session de questions-réponses tout à la fin. Mais n'hésitez pas de marquer dans le chat d'où vous venez, faire une petite présentation de ce que vous faites et toutes vos questions sont bienvenues également dans le chat. Donc maintenant pour la première partie, la réglementation phytosanitaire européenne. Je vais donc les nématodes, donc ces nématodes, c'est pas un organisme nuisible qu'on revoit assez facilement, vu que c'est une taille, souvent microscopique. Ce sont des tout petits vers ronds qui sont principalement présents dans la terre. Donc quand il y a une inspection aux frontières européennes, c'est pas la première chose qu'on voit. Donc il faut absolument envoyer des échantillons au laboratoire pour pouvoir analyser et voir s'il y a une présence de cet organisme nuisible ou pas dans les envois. Donc, quels sont les risques pour l'Union européenne? Donc, les risques, c'est principalement dans tous les produits qui contiennent un peu de terre ou qui ont été en contact direct avec la terre. Donc, tout ce qui est tubercules, racines, les bulbes. Donc, on parle de tout ce qui est manioc, par exemple, des pommes de terre, des radis, des bulbes de plantes, toutes sortes de plantes. Il y a également aussi chaque fois que donc ça peut être directement dans la plante sous forme de petits kystes, par exemple au niveau des radicelles, mais ça peut être également de la terre résiduelle sur les produits et donc cette terre-là peut se retrouver un peu à tous les niveaux. Ça peut être aussi coincé par exemple dans les petites radicelles ou ça peut être par exemple aussi sur un feuillage où les plantes ne sont pas très, très propres. Donc on remarque qu'en fait les nématodes, c'est quelque chose qui est surtout très fort surveillé dans tout ce qui est matériel de plantation. Donc pas uniquement, c'est principalement vraiment tout ce qui est plantes à planter, donc les semences, les plantes, donc chaque fois qu'il y a de la terre, il y a vraiment un risque beaucoup plus important de retrouver ces nématodes. Donc comme je le disais aussi, donc le dernier point, c'est vraiment tous les petites particules de plantes qui ont été en contact avec la terre peuvent être contaminées par des nématodes. Donc quand on parle plus des fruits et légumes, comme tomates, bananes, mangues, il n'y a pas de risque directement d'interception pour ces fruits-là, au sein de l'Union, quand on fait des recherches au niveau des nématodes. Mais par contre, il peut avoir un impact important sur la productivité, dans la culture, au niveau de la production dans vos pays. Il y a quand même dans certains fruits, j'ai lu parce que j'étais absolument pas au courant que ça, par exemple, au niveau des fraises, il peut s avoir parfois au niveau des feuillages également des nématodes, mais c'est vraiment des cas très, très, très rares. Donc vraiment l'impact des nématodes c'est pour cela aussi qu'on fait cette session-ci, c'est de vous parler de tous les outils pour mieux gérer ces nématodes dans les cultures. Alice, la prochaine. Voilà. Donc au niveau de l'Union européenne, comme vous le savez certainement, il y a un cadre général sur la santé des plantes. Donc c'est le règlement 2016-2031.
Et il y a également le règlement d'exécution dans lequel vous retrouvez toutes les exigences. Donc celui-là, c'est le plus important pour tous les pays qui exportent vers l'Union européenne, vu que toutes les exigences, les déclarations additionnelles se retrouvent dans ce règlement-là, c'est le 2019-2072. Et vous retrouvez à l'annexe 2 de ce règlement-là tous les organismes de quarantaine de l'Union européenne et vous allez retrouver, je vais vous montrer ça dans la slide suivante, tous les organismes de quarantaine de l'Union européenne liés aux nématodes. Donc ceux qu'on retrouve qui sont les plus communs, c'est tout ce qui est Globodera, qui sont des nématodes qui sont liés à la production de pommes de terre. Ces nématodes-là sont déjà présents dans l'Union européenne, mais ils sont réglementés également dans l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'il y a des exigences en interne au niveau des États membres et il y a une exigence aussi pour importer des produits vers l'Union européenne. Donc il y a un nématode qui est plus lié à tout ce qui est tropical, il s'appelle Méloïdogyne enterolobii. Donc ça, c'est un nématode qu'on retrouve exclusivement dans les régions tropicales et pas dans l'Union européenne. Et comme je vous le disais aussi au début, donc les nématodes sont principalement un risque pour toutes les plantes à planter. Donc c'est également lié à des organismes nuisibles qu'on appelle les organismes réglementés non de quarantaine. Donc depuis cette année-ci aussi, il y a eu un changement de la réglementation européenne. Avant, tous ces organismes nuisibles-là n'étaient pas mentionnés dans les certificats phytosanitaires, mais depuis donc, début 2025, il est aussi nécessaire de remplir des informations concernant ces organismes nuisibles-là. Mais comme je le disais, c'est principalement pour les plantes à planter et pas pour les fruits et légumes en général. Donc la chose la plus importante à savoir, donc quand on exporte n'importe quel produit vers l'Union européenne, il y a une toute petite tolérance pour la présence de terre sur les produits et c'est maximum 1% de terre. Donc si vous exportez du gingembre, il doit être très très bien brossé ou bien nettoyé pour ne pas avoir plus que 1% de terre. Même chose pour les pommes de terre et n'importe quel tubercule que vous envoyez vers l'Union européenne. Et bien sûr, tous les produits doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire. Il y a toujours les mêmes exceptions, donc il n'y a que 5 produits qui ne nécessitent pas de certificat phytosanitaire, mais pour tous les autres produits, vous avez besoin d'un certificat phytosanitaire. Qu'il y ait une déclaration complémentaire ou non dedans, et vous avez besoin d'un certificat phytosanitaire. La slide suivante, s'il te plaît, Alice. Donc pour revenir sur l'annexe 2 du règlement, comme je vous ai montré, 2019-2072, donc vous voyez ici sur la gauche, vous voyez dans cette annexe 2, il y a deux parties. Il y a la partie A qui concerne les organismes nuisibles qui ne sont pas encore connus dans l'Union européenne et la partie B pour les organismes nuisibles qui sont connus déjà. Donc vous voyez dans les deux parties, il y a les nématodes qui sont mentionnés et si vous suivez la flèche, la première partie, vous voyez donc tous les organismes nuisibles liés aux nématodes qui ne sont pas encore connus dans l'Union européenne. Et dedans, on retrouve le méloïdogyne que je vous ai mentionné juste avant, qui est très, très présent dans les zones tropicales. Et dans la deuxième partie, donc c'est les organismes nuisibles qui sont déjà connus, mais qui sont réglementés au sein de l'Union européenne. Comme ça, vous avez vraiment tous les nématodes qui sont réglementés au sein de l'Union européenne, comme organismes de quarantaine. Voilà pour ma part, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me mettre des questions dans le chat si vous avez n'importe quel doute ou des informations à connaître en plus. Merci beaucoup. Je vais passer la parole donc à Alice. Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous. Voilà, donc comme Marie un peu maintenant vous présenter les implications, enfin les implications des nématodes, l'effet sur les productions et sur les exportations vers l'UE. Oui, voilà, des nématodes sur les différentes cultures. Donc, un premier outil que je voudrais vous montrer, c'est nos tableaux de bord de monitoring justement des interceptions à l'entrée dans l'Union européenne. Donc, ceux-ci sont à disposition sur le site du COLID, sur lequel je vais d'ailleurs tout de suite vous le montrer pour que vous puissiez y accéder facilement. Donc, à partir du site du COLID, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, super. Euh,
Donc, à partir du site du Colite, vous pouvez accéder à tous nos outils via les petits onglets ici sur la droite du site. Donc, pour les tableaux de bord concernant les interceptions, ils sont dans l'onglet statistiques. Ici, vous allez également retrouver différents tableaux de bord par rapport à l'exportation, à la production de produits. Donc, c'est toujours intéressant aussi d'aller voir cela par rapport aux filières qui vous intéressent. Mais si nous vérifions les interceptions, donc c'est les interceptions traces donc dues aux organismes nuisibles, c'est ce dashboard-ci. Donc il est présenté d'abord avec une petite page d'introduction qui vous permet d'un peu de mettre en contexte enfin, que sont ces interceptions, donc pourquoi elles sont mises en place, enfin pourquoi ces contrôles sont mis en place, donc et quel peut être l'effet de nombreuses interceptions venant d'un pays sur un secteur euh, spécifique. Donc notamment si une interception due à un organisme nuisible, euh, enfin si oui, excusez-moi. Donc, s'il y a beaucoup d'interceptions dues à un même organisme nuisible en provenance, sur des produits en provenance d'un pays spécifique, ça peut engendrer notamment des contrôles plus élevés. Et puis ensuite, si c'est vraiment, si les interceptions ne diminuent pas, alors des contraintes à l'importation, enfin à l'exportation vers l'UE pour une filière spécifique d'un pays. Donc, c'est pour ça que c'est important de monitorer et de rester proactif par rapport à tout ça. Donc, comment le tableau de bord fonctionne? Donc, ça se présente comme ça, sous forme de différents graphiques interactifs. Donc, en général, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les années qui vous intéressent. Par exemple, si on veut voir une vision sur les 3 dernières années. Donc, ici, vous allez voir que c'est par mois, mais vous pouvez jouer avec la hiérarchie, revenir en arrière pour avoir la vision par année. Et si on cherche les nématodes, attendez, voilà, ils sont ici normalement. Euh, voilà, donc les nématodes représentent par exemple 4% des interceptions sur les 3 dernières années. On voit qu'en 2023 et 2024, surtout en 2024, il y en a eu pas mal et que cette année, justement, ça s'est bien amélioré. Après, comme je l'ai dit, on a aussi les tableaux de bord d'exportation, donc c'est toujours important de comparer par rapport à l'exportation de produits. Si les exportations ont complètement diminué également, alors il y a forcément des liens à faire. Par contre, ça peut aussi être un outil qui nous permet de monitorer si des mesures ont été mises en place au sein d'un pays pour diminuer justement les interceptions, ou pour la lutte, pour le contrôle d'un organisme nuisible. Donc voilà, ça c'est les tableaux de bord pour les interceptions dues aux organismes nuisibles et à tout, toute non-conformité documentaire qui peut arriver à l'importation dans l'Union européenne. Pour les nématodes, donc on voit, donc j'avais dit, c'est 4% des importations. Ce n'est pas énorme, mais ça reste quand même des, un ravageur à garder à l'œil, et notamment en dehors des interceptions à l'entrée de l'Union européenne, mais de l'impact sur le rendement et la productivité. Donc, comme Marie-Hélène l'a dit, c'est pas seulement pour l'exportation qu'il faut veiller au contrôle des ravageurs. Forcément, c'est plus, enfin, dans un premier temps par rapport à votre productivité et le rendement de vos cultures. Donc, l'impact sur le rendement, forcément, va dépendre de la culture en question. Donc, les nématodes, ils peuvent être problématiques pour diverses cultures, pour l'ananas, les patates douces, les haricots verts, les pommes de terre, manioc, et encore beaucoup, en fait, de cultures maraîchères. Euh, la plupart des problèmes causés seront une diminution de la vigueur des plantes, de la déformation, des gales aussi. Enfin, par exemple, les nématodes à gales formeront des gales sur les racines, des susceptibilités accrues aux maladies via des plaies donc dans les racines qui permettent aussi de faire passer des virus, etc. Et donc ça peut engendrer des dégâts encore plus conséquents que juste la présence des nématodes. Et sur le rendement, les pertes peuvent varier de 20 à 80%, du coup, selon la culture et la pression et la euh,
pression enfin, de la population de nématodes. Euh, donc ça engendre pas mal d'enjeux économiques, donc il faut idéalement limiter les pertes économiques. Enfin, idéalement, il faudrait favoriser les solutions durables pour éviter justement que sur une année, enfin une saison, on ait une solution, mais que la saison suivante, le champ soit complètement infesté. Et donc avec avec les différentes méthodes de contrôle, améliorer ensuite du coup la compétitivité à l'export. Donc ça, c'était pour remettre un peu en contexte le pourquoi de cette session. Aussi, également, c'était aussi en réponse à vos demandes aux sessions précédentes. Les nématodes étaient revenus assez fréquemment dans les questions que vous vouliez voir abordées. Donc, c'est aussi en réponse à vos demandes. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des outils de soutien que le Colide met à votre disposition et qu'on vous invite à aller découvrir, bien sûr. Donc, le premier outil dont je voudrais vous parler, c'est notre bibliothèque en ligne. Donc, elle est disponible également via le site du Colide. Donc, comme pour les tableaux de bord, je vais vous montrer tout de suite en direct. Donc, si on revient sur le site du Colide, sur la page d'accueil, dans les onglets du côté, vous allez voir notre bibliothèque en ligne. Et voilà. Donc ici, je vous invite vraiment à venir découvrir par vous-même. C'est vraiment une ressource qui regorge d'informations, qui a plus de 50 années d'expertise et de connaissances développées sous forme de brochures, de manuels, de formations, de guides enfin, de guides, oui, de production, de guides phytosanitaires. Il y a aussi des études de marché, des, des, oui, des guides pratiques, enfin vraiment une multitude d'outils à votre disposition ici en libre accès. Il vous suffit par exemple de chercher par mots-clés et vous pourrez trouver tout ce qui est développé en lien avec ce mot-clé. Et la plupart des contenus est aussi disponible en anglais ou en français. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir. En, il y a environ ici thèmes visés, donc les thèmes sont ici affichés, donc la gestion de l'environnement, gestion et développement des entreprises, la production et la transformation agricole, la production et commerce durable, la santé des plantes, la sécurité alimentaire. Euh, mais donc parmi ces produits, ces publications, un de ceux dont je voudrais vous parler aujourd'hui sont notamment les guides de production durable. Donc ces guides de production durable sont vraiment des outils holistiques sur la production d'une culture spécifique, que ce soit de la gestion avant pré-plantation jusqu'à la post-récolte. Donc il y a vraiment, ce sont vraiment des documents qui couvrent l'ensemble de la production pour une culture. Euh, Ce sont des gros documents, donc des publications assez intimidantes, mais l'intérêt aussi est qu'on peut les lire par chapitre. Donc chaque chapitre est vraiment utilisable indépendamment. Ici, dans le cas des nématodes, un chapitre intéressant sera donc la gestion des nuisibles. Je vais vous montrer tout de suite comment se présente donc un guide, ici notamment le guide de production durable du haricot vert. Donc vous aurez la table des matières et là vous pouvez donc aller directement dans le chapitre qui vous intéresse, les exigences de la culture, les choix préalables, la plantation, l'entretien de la culture, etc. Donc nous on souhaite aller voir les ravageurs et notamment hop, les nématodes. Donc sur la page nous voilà. Des nématodes, donc le chapitre des nématodes, vous pouvez vraiment justement utiliser juste cette section donc indépendamment si c'est ce ravageur qui vous pose problème et vous allez avoir à chaque fois une description spécifique du ravageur enfin, problématique pour la culture avec enfin, une description, le cycle de vie du ravageur, comment l'identifier, euh, les dégâts causés, les stades de culture affectés.
Euh, Ensuite, vous avez aussi en général donc oui, l'impact sur le rendement, s'il s'agit d'un organisme de quarantaine ou non, les conditions favorables à l'infestation, du coup à éviter si possible, et comment surveiller l'organisme. Et puis ensuite, du coup, le contrôle. Donc, dans ce guide de production durable, on, on favorise vraiment la mise en place de luttes intégrées et donc d'utilisation de différentes méthodes de contrôle, notamment les contrôles culturels, les contrôles, la lutte biologique et vraiment en dernière instance la lutte chimique si les autres solutions n'ont pas été effectives. Donc c'est vraiment deux guides très très complets qui vous permettent d'aller dans le détail pour chaque ravageur. Ici, je vous ai extrait quelques informations pour les nématodes qui sont contenues dans ces guides. Justement, par exemple, dans le guide durable de l'ananas, pour la production durable de l'ananas, euh, donc les espèces en question qui sont problématiques sont les suivantes. Les dégâts que ces nématodes euh, peuvent créer sur les cultures d'ananas, pardon, sont donc ici énoncés. Mais donc c'est vraiment toutes des informations qui sont contenues dans ces guides. Donc je vous invite surtout à aller visiter le guide, à aller enfin, lire le guide. Et notamment ici du coup pour la surveillance des nématodes, comme Marie-Hélène le disait, ce sont des organismes microscopiques, pardon. Donc ce sont vraiment, ils sont pas vraiment faciles à détecter. Donc la surveillance se fait notamment par les symptômes connus qu'on voit apparaître sur les plans, mais également avec un diagnostic racinaire ou alors avec, enfin, et pour plus de détails et d'informations, il faut vraiment alors faire appel aux analyses de laboratoire. Donc il faut faire des échantillons du sol et des racines pour les envoyer en laboratoire et afin d'identifier, diagnostiquer exactement quelle est le nématode problématique. Donc ça, c'était par exemple des extraits du guide de l'ananas. On a également le guide de la pomme de terre qui est en mise à jour actuellement, mais qui va être bientôt publié aussi. Euh, et ici, notamment, les nématodes, les espèces de nématodes problématiques sont aussi des nématodes des organismes de quarantaine, donc dans la liste que Marie-Hélène a présentée précédemment, et donc d'autant plus problématique pour l'exportation vers l'Union européenne. Donc à nouveau, ici, ce sont des informations extraites du guide. Je vous inviterai bien sûr à aller lire ces guides par la suite. Et donc, dans les principes de lutte intégrés contre les nématodes, des principes qu'on va retrouver régulièrement dans l'ensemble des guides ici. Donc, pour l'instant, les contrôles, la lutte enfin, par les pratiques culturelles, donc la rotation des cultures avec des cultures résistantes, non hôtes des nématodes, les jachères cultivées également pour, euh, pour oui, avec des plantes de oui, qui permettent de couper du coup les cycles des nématodes également et selon la culture qu'on veut poser, ben, du coup des plantes pertinentes dans ce sens-là. L'importance de l'hygiène du matériel utilisé pour la récolte, pour aussi enfin pour les contrôles, les surveillances, les contrôles au champ. Euh, L'utilisation de plants sains, ça c'est vraiment aussi une des premières étapes euh, dans l'établissement de votre culture, de votre production, de s'assurer d'avoir des semences ou des plants certifiés et de qualité. Euh, dans les conditions aussi favorables aux nématodes, il y avait notamment des conditions de sol humide parce que les nématodes peuvent se propager aussi avec l'eau euh, dans le sol et donc éviter de planter par temps humide. Ça permet d'aider la gestion des adventices pour éviter que des plantes justement hautes viennent se propager entre les lignes de culture et aider à la propagation des nématodes.
et aussi par exemple l'utilisation de cultures pièges qui permet d'utiliser des plantes qui vont attirer les nématodes, mais alors il faut bien faire attention à détruire ces plantes en temps voulu pour pas causer le problème contraire. Mais donc toutes ces pratiques sont expliquées dans les guides en fonction de quelle pratique fonctionne le mieux aussi pour chaque culture, pour chaque guide. Donc l'autre méthode de lutte serait la lutte biologique avec des biopesticides d'origine botanique comme par exemple l'azadiraktine. On a aussi les biopesticides microbiens qui sont présentés dans les guides. Ici à Bacillomyces lilacinus qui est recommandé comme parasite pour les nématodes. Et finalement aussi, donc il y a des recommandations sur les produits de protection des plantes pour la lutte chimique à utiliser, à chaque fois bien entendu selon les homologations locales dans votre pays. Et puis évidemment en fonction du marché ciblé, il faut respecter alors les limites maximales de résidus, enfin les bonnes pratiques agricoles pour être conforme aux limites maximales de résidus du marché cible. Donc ça, c'est le genre du coup d'informations que vous allez trouver dans ces guides de production durable, donc disponible sur notre bibliothèque en ligne. Et donc je vous invite vivement à aller découvrir tout ça euh, ouais, par vous-même. Ensuite, donc un autre outil dont je voudrais vous parler, c'est la base de données de protection des cultures. Donc ici, c'est une base de données également en accès libre, accessible via notre site. Euh, qui regroupe toutes les informations nécessaires au respect enfin, pour la conformité des limites maximales de résidus de l'Union européenne, mais également du Codex. Donc, elle va regrouper, du coup, les limites maximales de résidus pour certaines combinaisons euh, substances actives, cultures qui sont clés pour l'horticulture en pays ACP ont été sont recensées dans cette base de données et mises à jour de manière hebdomadaire. Enfin, oui. Et alors, vous pouvez y trouver des bonnes pratiques, enfin, vous pouvez y trouver aussi les bonnes pratiques agricoles qui vous permettent de rester en conformité avec ces limites maximales de résidus pour certaines substances actives. Il y a également aussi d'autres informations sur les substances actives complémentaires, la classe OMS, le mode d'action, ce qui vous permet aussi d'évaluer si vous utilisez déjà une substance active, d'éviter le même mode d'action pour éviter tout ce qui est résistance, etc. Donc, pour vous montrer à nouveau à partir du site du Colline, c'est dans les onglets du côté. Le dernier, c'est la base de données de protection des cultures. Et donc, elle est assez facile également à utiliser. Vous pouvez sélectionner la culture qui vous intéresse. Par exemple, si c'était le haricot vert, comme on était sur ce guide-là. Euh, Et vous pouvez voir alors, soit vous sélectionnez une substance active spécifique. On avait dit par exemple que euh, la bamectine était efficace contre les nématodes. Vous allez voir la limite maximale de résidus. Et quand vous cliquez sur voir les bonnes pratiques agricoles, vous pouvez voir plus d'informations. Donc, les informations euh, spécifique à la substance active, le type de pesticide, la classe OMS, le groupe de résistance, le statut dans l'Union européenne, et puis alors les bonnes pratiques agricoles pour respecter les limites maximales de résidus. Euh, donc ça, voilà, je vous invite aussi à utiliser cet outil si vous avez des substances actives pour lesquelles vous avez pas, enfin vous avez besoin de bonnes pratiques agricoles ou si vous avez un marché cible en tête, euh, voilà. Euh, L'outil suivant dont je voulais vous présenter, c'est donc notre plateforme Agrinfo. Donc ça, c'est un programme à part entière du Colline qui est qui fait un suivi, une veille réglementaire et des réglementations de l'Union européenne, mais également des normes privées et de l'évolution des exigences de marché. Donc c'est un outil très complet et, euh, et facile d'accès, mais je vais également vous montrer tout de suite à partir du site du Colline comment y accéder. Donc c'est ici le petit onglet orange réglementation. Vous pouvez arriver sur
le site Agrinfo, la plateforme Agrinfo. Ici, alors, on va recenser vraiment tous les changements de réglementation qui concernent tous les, toutes les réglementations de l'Union européenne liées à l'agroalimentaire. Euh, Que ce soit les fruits et légumes, mais également, vous allez voir, enfin, le bétail, la pêche, etc. Donc, c'est quand même vraiment plus large. Euh, Ça se présente comme un site web et vous allez pouvoir trouver donc soit les rapports, bien sûr euh, le site est disponible en anglais mais également en français et la traduction espagnole et portugais sont disponibles également. Euh, et vous allez pouvoir voir alors naviguer dans le site. Et donc oui, les résumés des changements de réglementation se présentent sous forme de rapports quand c'est des réglementations voilà, qui entrent en application ou parfois, en fait, sur le site, on prévient également lorsque la réglementation a été signalée à l'Organisation mondiale du commerce et que ça pourrait être une barrière au commerce, notamment par exemple lorsqu'une limite maximale de résidus est diminuée. Alors, l'Union européenne doit le notifier à l'OMC et sur ce site, on communique par rapport à ça et on fait un rapport avec ce qui est important, enfin, quels sont les changements, quelles sont les implications de cette nouvelle réglementation. Pour les réglementations plus complexes, il y a également des guides explicatifs. Donc, à chaque fois, il faut bien remettre dans la langue qui vous intéresse ici, sur le petit globe, et qui vont expliquer alors plus des initiatives et des politiques de l'Union européenne qui vont pouvoir avoir un impact sur les pays tiers, enfin non membres de l'Union européenne. Donc ici, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Donc, Agrinfo envoie des newsletters, des, oui, des emails euh, récapitulatifs des derniers changements toutes les 2 à 3 semaines, avec les changements réglementaires qui ont eu lieu enfin, les plus récents et qui peuvent avoir un impact. Donc, vous pouvez vous inscrire et indiquer quels sont les produits qui vous intéressent, quel est votre type d'information. Euh, voilà, il y a aussi l'onglet, par exemple, demander à un grapho si vous avez une question spécifique liée à une réglementation ou, euh, ou quelque chose que vous n'avez pas compris dans un des rapports. Vous êtes bien sûr le bienvenu pour demander, avoir plus d'informations. euh, euh, et voilà, via cet onglet-là. Et finalement, il y a également des webinaires mis en place donc pour plus de détails sur sur les réglementations et les ressources mises à votre disposition. Vous pouvez venir aller les consulter ici et notamment, par exemple, vous allez voir sur la page d'accueil, ici en jaune, il y a les séries de webinaires sur les outils Trace. Donc, sur le tableau de bord initial que je vous avais présenté par rapport aux interceptions, donc nous, on compile ces tableaux de bord à partir des rapports de la Commission européenne publics, donc mis à disposition. Mais pour les, les directions nationales, vous pouvez avoir plus d'accès, plus d'informations sur ces interceptions via l'outil Trace. Il faut donc savoir se connecter, enfin avoir son compte et avoir accès à la plateforme. Et c'est notamment pour ça que cette série de webinaires est organisée, pour expliquer comment se déroule l'inscription. Donc je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Il y aura des sessions en anglais, en français, en espagnol et en portugais également. Euh, donc ça, c'est pour l'outil Trace et la plateforme Agrinfo. Ensuite, dans nos outils Colide, pardon, euh, l'outil suivant, c'est la news. Oui, aussi, c'est une news trimestrielle développée par le département de recherche et innovation, euh, qui est là plus spécifique aux réglementations de l'Union européenne concernant les pesticides. Donc, les pesticides, les approbations de pesticides et les limites maximales de résidus.
Ici, il y aura vraiment un focus, par contre, fruits et légumes et pays ACP. Euh, oui, donc ici c'est tous les 3 mois, donc un peu moins régulier, mais elle se présente, donc on l'envoie par mail et vous pouvez aussi les retrouver sur le site du Colinde et elle se présente sous cette forme-ci avec un petit résumé des changements qui ont eu lieu sur les 3 derniers mois, s'il y a ou alors aussi des notifications qui ont été signalées à l'OMC seront aussi reprises ici. Euh, Ce monitoring-ci se fait également sur la Grande-Bretagne depuis le Brexit. Mais donc c'est l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et un atout particulier de la news, par exemple, sur les changements d'approbation, c'est un autre tableau de bord qui se présente comme tel qui permet qui lie en fait les changements d'approbation, enfin les retraits ou les non-renouvellements d'approbation dans l'Union européenne avec les produits homologués dans les pays ACP. Et donc, grâce à cette carte, vous allez voir qu'un changement d'approbation, par exemple, allez, de l'oxamil, va affecter de nombreux pays ACP. Et ça, donc, c'est compilé selon les listes d'homologation des pays qui ont été mises à notre disposition. Et vous pouvez voir alors sur quelle culture ou, enfin, selon la liste, ces produits sont homologués actuellement. Pourquoi l'approbation dans l'Union européenne peut impacter des pays non membres de l'Union européenne? En fait, donc l'utilisation des produits ne peut pas être interdite en dehors de l'Union européenne, mais généralement, lorsqu'une approbation est retirée, les limites maximales de résidus sont ensuite diminuées à la limite de détection. Donc, cela peut impacter l'exportation vers l'Union européenne, car lorsque la limite de résidus est diminuée à la limite de détection, en général, on ne peut plus utiliser ces produits-là, car il y a trop de risques de dépassement de la limite de détection. C'est dans ce cadre-là que les changements d'approbation de l'UE peuvent donc impacter les pays ACP. Donc ça, c'est pour la news, donc recherche et innovation. Euh, et ensuite, on a encore un autre type de soutien du Colide, ce sont les essais. Et ça, j'invite mon collègue Thomas, du coup, à vous en parler. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Alice, et bonjour à tous. Donc effectivement, en fait, au Colide, on met aussi en place des essais avec l'objectif de tester des méthodes de lutte, généralement des méthodes de lutte intégrées, pour lutter contre les ravageurs et les maladies prioritaires, enfin qu'on a identifiées comme prioritaires. Alors, on fait différents types d'essais. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais donc on fait des essais d'efficacité qui sont généralement là pour tester l'efficacité d'un produit, généralement à des fins d'homologation. On fait des essais d'efficacité de type screening aussi. Donc, ça, c'est quand, par exemple, un ou plusieurs produits n'ont pas été testés dans une situation ou dans un pays en particulier ou avec un ravageur spécifique, etc. Donc, on prend plusieurs produits et on va tester, on va voir en tout cas celui qui a été le plus efficace. Et généralement, on va prendre celui-là et on va faire des essais a posteriori d'efficacité pour l'homologation. On fait aussi des essais pour définir les bonnes pratiques agricoles. Donc ici, généralement, ces bonnes pratiques agricoles, ben, elles doivent se conformer au LMR de l'Union européenne et du Codex. Et on fait aussi des essais résidus pour compléter des dossiers d'homologation. Par exemple, quand les entreprises n'ont pas ces données en main. Donc, au-delà de ce type d'essais-là, on fait aussi des essais de production agricole. Et donc, ici, on va travailler plutôt sur les aspects de gestion des intrants, notamment l'utilisation de l'eau, la fertilisation du sol, etc. Donc, au-delà de la protection des cultures, qui a été un sujet, ou alors qui est une thématique qui est développée au Colis depuis vraiment très longtemps. Et donc, on s'est ouvert aussi à d'autres thématiques liées à la production. Alice, tu peux passer. Voilà. Donc, en fait, ici, je voulais vous parler spécifiquement d'un essai qu'on a mis en place à Madagascar. Donc, un essai justement qui vise la lutte contre les nématodes. Alors, cet essai a été mis en place suite à une demande d'une entreprise membre du Colide qui est présente à Madagascar et qui produit des haricots verts et des cornichons.
Donc en fait, l'objectif de cet essai-là, c'était de tester des méthodes ou des stratégies de lutte intégrées contre les nématodes dans ces cultures, parce que l'entreprise en question a vraiment des pertes de rendement importantes et donc souhaitait qu'on teste en fait des méthodes alternatives aux méthodes qu'ils utilisent actuellement. Alors, dans cet essai, on a testé donc des biopesticides que vous voyez à gauche dans la présentation. Donc, en fait, vous verrez qu'il y a deux biopesticides d'origine botanique. Donc, c'est des extraits. Donc, il y a un extrait d'ail et un extrait donc, du Nîmes. Donc, c'est de l'azadiractine. Et on a aussi deux biopesticides microbiens, donc le Trichoderma asperlum et le Passinomyces lilacinus, pas facile à dire, dont Alice a déjà parlé. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné ces biopesticides avec une culture, donc une interculture, on va dire, donc le tagette. Alors, pourquoi le tagette? Parce qu'on sait que le tagette les racines de la tagette, en fait, secrètent des substances allélopathiques qui s'appellent notamment les thiophènes et donc qui ont un effet toxique sur les nématodes. Donc, ça, c'est la première. Et aussi, on sait que le tagette, surtout pour les espèces, cet effet-là est surtout présent pour l'espèce de mélodogyne. Donc, c'est le nématode à gale, en fait, c'est eux qu'on va viser. Et donc, en fait, les mélodogynes, en fait, pénètrent dans les racines de tagette, mais après, n'arrivent pas à se développer. Et donc, ça va, on va dire, casser le cycle des nématodes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné l'application de biopesticides dans les cultures de haricots et de cornichons avec une interculture de tagette pour essayer de casser le cycle des nématodes. Alors, oui, voilà, donc il y a deux essais. Vous voyez l'essai 1, donc c'est une rotation, donc c'est pas une rotation classique, on dira, mais c'est une rotation que l'entreprise pratique. Donc, ils font du haricot vert, puis après, il y a une interculture et ils font du cornichon. Ou généralement, ils font du haricot vert suivi du cornichon directement, ou alors l'inverse, du cornichon suivi du haricot vert. Donc ici, nous, on a mis la tagette entre deux. Alors, tu peux peut-être passer, Alice. Voilà, alors, on va dire dans ce plan expérimental, on a fait donc des analyses nématophoniques. Alors, pour ça, en fait, on a fait des prélèvements. Donc, on a fait un prélèvement avant la saison 1, après la saison 1, après la saison 2 et à la fin de la saison 3, pour voir évidemment comment évoluer les populations de nématodes. Donc, on a fait des prélèvements de sol. On a aussi prélevé des plantes pour évaluer les indices de Gall. Euh, donc, ça, c'était pour la partie nématophonique. Et en parallèle, on a aussi évalué plusieurs paramètres agronomiques, donc notamment le taux de levée des plantes, la hauteur des plants, le nombre de fleurs, le rendement surtout, et la biomasse aérienne et racinaire. Alors, tu peux passer, Alice. Donc ici, vous voyez en fait les graphiques des populations de nématodes. C'est ce qui nous intéressait le plus. Et donc, vous voyez, à gauche, c'est l'essai numéro 1, donc avec le haricot, tagette et cornichon. Et à droite, c'est l'essai avec cornichon, tagette et haricot. Alors, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que à partir, donc on avait un certain niveau de nématodes à la saison, donc avant l'implémentation de la saison 1, donc avant le semis des cultures, ou la transplantation plutôt, on va dire. Et on voit donc à la fin de la saison 1, la population de nématodes est vraiment assez élevée. Euh, et donc, vous voyez qu'après, à la fin de la saison 2, donc c'est à la fin des tagettes, on voit qu'il y a quand même une diminution importante des populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on peut voir que ici, par exemple, l'azadirachtin semble avoir eu un effet plus prononcé sur la réduction des populations de nématodes. Et on s'attendait, par exemple, à avoir un effet prononcé avec le Passinomyces lilaneus, mais c'était moins marqué que pour l'azadirachtin. On a plus ou moins le même pattern sur les C2. Donc, même chose, réduction. La réduction est peut-être moins évidente après le tagette, mais elle est quand même là. Et on a après quand même une augmentation par la suite à la fin de la saison 3, donc quand à la fin de la culture, on va dire. Et qui est plus ou moins similaire, on va dire, les niveaux sont plus ou moins similaires à la fin, enfin, au début de la saison 1. Donc, tout ça pour dire, si tu peux passer, Alice. Alors, en termes de biopesticides, on a observé que l'azadirachtin avait potentiellement l'effet le plus marqué. Cela dit, vous avez bien vu dans les graphiques que l'effet n'était significatif qu'après la culture de tagette. Donc, il faudrait quand même confirmer ces résultats.
Notamment, donc justement par rapport aux tagettes aussi, il y a eu un problème où il y a un manque de compréhension dans le protocole, ce qui est un peu dommage parce qu'on n'avait pas de contrôle, on n'avait pas de parcelles sans tagettes, donc on n'avait pas de parcelles qui étaient, on va dire, en jachère. Et donc, c'était difficile. On peut pas attribuer l'effet de la réduction aux tagettes, malheureusement, mais on pense fortement qu'il a pu avoir un effet. Alors, j'ai oublié de mentionner qu'au-delà de l'effet nématicide, les tagettes après peuvent être aussi incorporées dans le sol et donc améliorer aussi le taux de matière organique et la fertilisation. C'est un autre sujet, mais c'est aussi un effet positif. Et donc voilà, donc à la fin, je dirais, c'était difficile de tirer vraiment de grandes conclusions sur cet essai parce que aussi le niveau des populations de nématodes était assez faible parce qu'on avait fait l'essai dans les parcelles expérimentales de l'entreprise. Or, il aurait été mieux, je pense, de l'avoir fait dans les parcelles de production parce que c'est là qu'ils avaient plus de problèmes sur les nématodes. Donc, on va dire sur les parcelles expérimentales, le niveau était quand même pas assez élevé que pour avoir des effets sur des pertes de rendement, etc., notamment sur le contrôle. Et donc, on pense qu'il faudrait quand même répéter l'essai, même si on a eu des effets positifs avec l'azadiractine et très probablement la tagette aussi a un effet positif dans le contrôle. Donc, si on mélange, on utilise pardon, ces deux méthodes ensemble, probablement on pourra maximiser le contrôle des nématodes. Donc, en fait, cet essai probablement on va le refaire l'année prochaine pour confirmer ces différents aspects. À noter aussi qu'on fait pour le moment un autre essai sur les nématodes, donc parce qu'en fait, ces méthodes-là sont aussi transposables à d'autres cultures. Et donc, pour le moment, on fait un essai aussi sur de l'ananas. Mais pour le moment, on ne peut pas trop communiquer là-dessus parce que c'est un essai c'est un essai d'efficacité pour l'homologation d'un produit. Mais donc, certainement, vous en saurez plus dans le futur. Mais donc, on travaille aussi, par exemple, sur les nématodes de l'ananas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thomas. Donc ensuite, voilà, on va revenir un peu du coup sur la mise en œuvre pratique, pardon, de toutes ces méthodes et de ces actions pour la lutte intégrée donc contre les nématodes. Donc ici, l'idée, c'est vraiment que de faire un rappel sur les rôles et responsabilités des acteurs euh, qui donc doit être en fait les différents acteurs, enfin le secteur public et le secteur privé doivent travailler en synergie et collaborer. Donc c'est vraiment une répartition des rôles et où le COLID aussi peut intervenir et soutenir forcément avec les outils que je vous ai présentés. Euh, donc pour le secteur public notamment, le rôle sont d'informer, de contrôler et également de sanctionner lorsqu'il y a des problèmes. Donc ici dans le cas des nématodes, c'est assez peu fréquent vu que par exemple pour les interceptions, il n'y en avait pas non plus énormément, mais c'est important de pouvoir, donc comme on l'a dit, via la plateforme Trace, avoir les informations et revenir vers les entreprises qui donc causent ces interceptions pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui n'est pas mis en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quel suivi il faut avoir. Pour le secteur privé, alors le rôle sera plutôt de s'informer et de rester en conformité. Et pour le colis, nous, on informe plutôt et on soutient donc de là où la demande est. Donc les responsabilités du côté du secteur public, c'est donc identifier et informer sur les problématiques clés, donc notamment via les interceptions ou via des règles, enfin via une veille réglementaire de ce qui va, des réglementations qui peuvent changer, qui peuvent impacter les pays. Diffuser les informations sur les méthodes de lutte intégrée, donc mettre en place des procédures euh, normalisées par rapport à une culture, par rapport à un ravageur, et du coup, oui, diffuser aux acteurs impliqués et concernés. Et puis, forcément, ce rôle de contrôleur et donc contrôler la conformité, délivrer les certificats pour l'exportation, tout ça, c'est important. Donc, c'est vraiment important du côté du secteur public. Pour le secteur privé, les responsabilités sont notamment de regrouper l'information sur quels sont les besoins, identifier les filières les plus impactées, identifier les ravageurs problématiques. Dans ce cas-ci, on parlait des nématodes. Euh, Rechercher aussi et identifier des solutions alternatives si un pesticide n'est plus efficace ou si justement l'utilisation d'un pesticide implique automatiquement le dépassement de la limite maximale de résidus.
alors identifier ce problème et proposer d'autres solutions, euh, chercher des alternatives bio ou chercher des alternatives homologuées ailleurs et voir si des homologations peuvent être faites localement, enfin, trouver d'autres possibilités de lutte. Et développer du coup des procédures normalisées avec la réalité du terrain euh, et puis ensuite du coup forcément les appliquer pour rester en conformité. Là-dedans, du coup, nous, le COLID, enfin, les outils qu'on peut proposer sont donc la veille réglementaire, cette information qu'on essaye de communiquer au plus tôt. Également, on peut soutenir dans la facilitation du dialogue entre les différentes parties, proposer de l'assistance technique, du soutien technique aussi et de la recherche pour les solutions alternatives, notamment comme dans les essais que Thomas a présentés. Et on peut également apporter du soutien par la formation sur différentes pratiques, euh, sur différentes thématiques, et notamment, par exemple, les pratiques au champ, veiller à l'hygiène des matériaux, veiller à la, à utiliser des matériaux de plantation, des semences et des plants sains, etc. Et bien sûr, dans tout ça, il y a donc ces responsabilités partagées. euh, de veille réglementaire, développer les procédures et disséminer l'information, développer des procédures aussi de réaction et d'adaptation lorsque justement un problème est identifié, par exemple à l'exportation, pouvoir réagir et adapter les pratiques sur le terrain. Et puis du coup cette procédure de recherche alternative, forcément alors ça peut être aussi c'est là où il faut travailler en synergie avec l'identification des problématiques, des alternatives et l'homologation des produits possibles efficaces. Donc ici, c'est une slide de nouveau. En fait, c'est un peu la même idée, mais plus schématique, plus graphique des rôles et responsabilités. Euh, avec l'importance des acteurs privés pour trouver les solutions locales, changer enfin, trouver des alternatives de pesticides ou adapter les bonnes pratiques agricoles, mettre en place la lutte intégrée et si besoin trouver donc des solutions alternatives. Et c'est là où le COLID intervient, soit avec des essais de recherche, soit avec de l'assistance technique, de la formation, etc. Et donc, toujours ce rappel de synergie et de partenariat, en fait, de complémentarité des autorités compétentes et des acteurs privés pour répondre efficacement à une problématique. Donc, ça, c'est pour la mise en œuvre. Et donc, pour conclure ici, euh, c'est donc un résumé des activités et actions importantes à prendre et des ressources donc mises à disposition par le COLID. Donc ici, enfin, c'est axé sous trois piliers, donc le suivi des questions enfin, sanitaires, mais dans le cadre des nématodes phytosanitaires, le suivi des réglementations et veiller à leur respect et la mise en œuvre des meilleures pratiques de lutte, des pratiques intégrées, APM. Euh, donc, pourquoi ici, enfin, le suivi phytosanitaire, éviter les pertes économiques. Donc, comme on avait vu, les nématodes, par exemple, ont un impact important sur le rendement, ou éviter les interdictions de commercialisation lorsque les interceptions à l'exportation augmentent, oui, sont trop élevées. Adapter les contrôles, donc quand on remarque des interceptions et, euh, et oui, des interceptions élevées et continues, adapter les contrôles et les pratiques sur le terrain, adapter les procédures pour rester en conformité et éviter justement du coup les interceptions. Par rapport au suivi des réglementations, donc les alertes précoces pour une adaptation, non seulement à la réglementation en tant que telle, mais vraiment au préalable, au changement pour éviter de se retrouver justement avec une augmentation d'interception.
d'où l'importance vraiment de cette communication des outils, enfin, et des outils qu'on vous présente comme Agrinfo et la news de recherche et innovation sur les changements de réglementation qui vont arriver, ne pas se retrouver face au fait accompli avec des pratiques qui n'ont pas été adaptées et qui donc vont, vont être suivies d'interception ou de non-conformité. Et également pour maintenir une bonne qualité de production et une bonne réputation, car la réputation est quand même importante, enfin, est importante lorsque un pays a beaucoup d'interceptions, mais du coup, il y a cette réputation qui reste et c'est cette augmentation de contrôle qui peut être impliquée, établie, pardon. Et, euh, et même pour les bonnes relations commerciales. Et donc la mise en œuvre des pratiques de lutte intégrée, donc les mesures de surveillance, de prévention euh, et de contrôle, donc de contrôle biologique, de contrôle chimique. Euh, oui, donc tout ça pour enfin, appliquer vraiment, le but est d'essayer d'utiliser les meilleures pratiques et donc les outils du COLID qu'on a donc recommandé ici sont les COLID, les guides de production durable disponibles sur la bibliothèque en ligne. Euh, voilà, dont on a partagé les liens et qu'on vous invite re- euh, à aller visiter. Et donc ici, on réinsiste une dernière fois aussi sur cette importance de la collaboration public-privé, qui sont donc vraiment des acteurs, enfin des acteurs sont complémentaires et c'est important de travailler ensemble donc pour contrôler les problématiques. Ah oui, et pour finir, du coup, je voulais juste aussi également vous présenter quelques outils externes au Colline, mais aussi très intéressants. Donc, le premier ici, c'est le portail de bioprotection de Kaby, qui donc recense les biopesticides et les agents de biocontrôle homologués dans les pays. Donc, vous pouvez retrouver selon la culture et le ravageur ciblé, qu'est-ce qui est homologué, qu'est-ce qui existe. Également sur la plateforme de Kaby, mais c'est du coup la plateforme Plantwise, des fiches d'information sur les méthodes qui peuvent compléter justement nos guides de production durable. Euh, donc ici euh, ouais, donc sur les nématodes. La base de données EPPO, qui est notamment utile pour connaître la distribution d'un ravageur, euh, ouais, donc voilà, c'est un des avantages de cette base de données. Et finalement, la base de données des LMR de l'Union européenne. Donc, pour les combinaisons pertinentes ravageurs-culture, les LMR sont mis à jour sur notre base de données de protection des cultures. Mais bien sûr, si vous avez d'autres cultures qui sont d'intérêt, qui ne sont pas présentes dessus, ou des combinaisons culture-produits, la base de données des éléments de lieu ben, recense toutes les éléments, donc vous pouvez bien sûr aller consulter directement à la source la limite maximale de résidus qui vous concerne. Euh, et voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire dans le chat